C'est principalement les industries pharma, puisque tout ça remonte à 1910, au rapport Flexner, favorisé par Rockefeller et Carnegie, les Américains, qui ont essayé d'imposer les normes des médicaments, si vous voulez, comme substance thérapeutique. Alors, attention, je ne dis pas que ça ne marche pas. Le problème, c'est que ces produits qui ne sont pas naturels, la plupart du temps, sont synthétiques, venus du pétrole en grande partie, si vous voulez, aboutissent la plupart du temps à des risques de maladies iatrogènes ou de toxicité, si vous les employez trop longtemps. Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour cette émission spéciale avec un ophtalmologiste, un chirurgien ophtalmologiste que j'ai la chance de recevoir aujourd'hui, le docteur Richard Luscan, pour nous parler d'une pathologie qui touche plus de 8 millions de Français et plus de 190 millions de personnes dans le monde et dont on parle très peu, la DMLA, on va tout vous dire, et la corruption dans la santé, parce qu'il a découvert des façons de traiter cette pathologie et il s'est retrouvé confronté à énormément de corruption. On vous dira tout, mais avant cela, on vous invite à nous soutenir parce que Nexus est un média indépendant et sans publicité et c'est grâce à nos lecteurs qu'on peut continuer de vous fournir une information indépendante et libre. Donc nous vous invitons à nous rejoindre sur nexus.fr et à nous retrouver en kiosque. Et tout de suite, je reçois le docteur Luscan. Bonjour docteur. Bonjour Marc. Alors vous êtes venu taper à la porte il y a quelques semaines du bureau de Nexus avec cette envie de nous partager le fruit de vos recherches. Et j'ai mis un peu de temps à comprendre, mais finalement j'ai découvert tout l'intérêt de vos travaux, de vos recherches dans ce domaine qu'on ne connaît pas si bien, qui concerne l'œil, la dégénérescence qu'on appelle la DMLA, qui affecte beaucoup de gens en vieillissant, qui paraît anodine et finalement pas tant que ça. Et vous avez trouvé des traitements, vous avez trouvé une façon d'approcher la chose pour le traiter en amont, pour diminuer les risques sur la santé. Et vous vous êtes retrouvé face à un mur, face à beaucoup de corruption, à des intérêts, à Big Pharma, ces institutions qui ne vous ont pas écouté. Et on va prendre le temps aujourd'hui de comprendre déjà, si vous pouvez nous l'expliquer, qu'est-ce que la DMLA et en quoi elle touche un maximum, beaucoup de gens en vieillissant. Merci Marc pour cette introduction et je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer sur la DMLA, qui est une maladie relativement récente qui est liée principalement son émergence à l'espérance de vie qui a beaucoup bougé, puisque à l'époque où j'ai démarré mes études de médecine en 68, l'espérance de vie était de 62 ans pour l'homme et 62 ans pour l'homme, 69 ans pour la femme. Voilà. Et maintenant on en est à 80-86. Voilà, respectivement. Donc évidemment, cette pathologie qui donc touche 196 millions depuis 2020 et qui en prévisionnel en 2040 devrait atteindre 280 millions de personnes, touche 11,2% de personnes de la population âgée française. C'est énorme. Voilà, c'est assez énorme. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est ? Alors, j'ai essayé de vous expliquer. Alors, c'est une maladie qui a la particularité de détruire le centre de la vision. En fait, vous allez perdre progressivement le centre de la vision, soit pour une atrophie, c'est-à-dire le tissu de soutien des cellules visuelles qui les régénère principalement la nuit, qu'on appelle l'épithélium pigmentaire, va se retrouver avoir plus suffisamment d'énergie pour régénérer ces cellules principalement la nuit. Et donc vous allez aboutir à un mécanisme qui existe depuis l'embryon, c'est-à-dire l'apoptose. La cellule se suicide et si elle n'a pas de cellules souches pour remplacer les cellules en question, vous allez progressivement aller vers une atrophie et donc les cellules visuelles qui sont en regard et qui sont dépendantes de ce tissu vont mourir. Et donc votre vision s'altère. Alors dans certains cas, vous gardez une épargne centrale qui vous permet de garder une vision et vous avez juste une couronne de vision qui est altérée. Et puis quand c'est un tout petit peu plus aigu, vous allez faire à ce moment-là une réaction néovasculaire. Vous allez avoir des cytokines particulières qu'on appelle des vasculaires endothéliales growth factors qui vont favoriser des néovaisseaux et aboutir à des œdèmes, des hémorragies et vous perdez la vue. Alors, il y a eu un énorme progrès pour cette forme tardive de la maladie avec des anticorps anti-VEGF. Mais c'est-à-dire ces anticorps ont d'abord été étudiés pour le cancer et sont sortis sous forme d'Avastin parce qu'on se disait les tumeurs progressent grâce à leur nourriture amenée par les vaisseaux. Donc si on diminue la néoangiogénèse, c'est-à-dire la prolifération des vaisseaux, on va détruire les tumeurs.
C'est une bonne idée puisque c'est comme ça que le requin élimine à peu près toutes ces tumeurs cancéreuses. C'est-à-dire que le requin ne fait pas de cancer. Hein. C'est assez extraordinaire, ce qui est pour ça que vous avez des durées de vie chez le requin, mais il y a 800 millions d'années d'évolution. Nous ne sommes pas à ce niveau-là. Donc le requin du Groenland, par exemple, peut atteindre 500 ans et il ne fait pas de cancer. Hein. Bon. Donc là, notre problème à nous, c'est qu'en quelque sorte, on n'est pas assez abouti pour avoir développé une réaction qui permet de protéger ou de répondre à cette contrainte qui est en fait principalement une contrainte de diminution d'apport circulatoire et énergétique vasculaire. Alors, comment je suis venu dans ce domaine-là? Alors, évidemment, au tout début, si vous voulez, personne n'avait vraiment fait le lien entre toutes les formes que l'on définissait, des formes assez complexes, que l'on voyait souvent tardivement. On pensait même que c'était des formes pseudo-tumorales. Très longtemps, on a pensé que c'était des formes tumorales. Je ne veux pas parler pour ceux qui veulent rechercher, des formes qu'on appelait Danis-Ekopes ou Junius Kunt, qui sont des formes purement cliniques, mais qui en fait représentent des formes dégradées et tardives de la maladie. Alors en fait, j'ai une énorme chance, il faut de la chance, vous savez, dans tout ça. Avant de faire de l'ophtalmologie, j'étais hémodialyseur. C'est-à-dire, voilà. Donc ça avait vraiment rien à voir et un peu bloqué dans le développement de ces spécialités, je me suis tourné vers une spécialité qui avait un développement plus important dans les années 80 et donc j'ai fait le CES d'ophtalmologie. Et quand j'ai regardé, qu'on m'a donné des cours d'anatomie, à ma grande surprise, j'ai remarqué que la structure postérieure de l'œil, notamment en ce qui concerne les deux tissus principaux, vous avez la rétine et ce qui est en dessous de l'épithélium pigmentaire qu'on appelle la choroïde, si vous voulez, mimiquait tout simplement la cartouche de rein artificielle capillaire que je donnais à tous mes patients pour leur séance de 3 heures. Mais parce que hémodialyseur, c'est le rein artificiel. Voilà. C'est-à-dire vous faites un branchement, vous dérivez le sang vers une cartouche qui va rétablir un rôle rénal. Voilà. Pour ceux qui ont des insuffisances rénales. Donc vous allez éliminer les déchets, principalement l'urée et autres, et puis vous gardez les éléments figurés. Et là, il y a plusieurs techniques. Hein. La technique, c'est derrière une membrane, puis après il y a une autre technique qui s'appelle l'hémofiltration. On va vous réinjecter un peu ce qui vous manque, qu'on aurait mis un peu trop. Donc en gros, vous avez bien découvert le fonctionnement du rein et sa structure à cette époque-là. Voilà. Et en bifurquant dans le domaine de l'ophtalmologie, vous avez découvert qu'il y a une similarité de structure et de... Ah mais c'est absolument hallucinant la similarité. Mais alors en quoi elle est similaire et en quoi c'est important de le découvrir? Alors c'est très important parce que le tissu en question, si vous voulez, le tissu de la choroïde qui nourrit, qui régénère les cellules visuelles, c'est le tissu qui a le débit sanguin le plus important du corps. Donc ça montre l'importance au point de vue énergétique des besoins des cellules visuelles pour se régénérer. Hein? En fait, ce tissu a besoin de 800 à 1200 microlitres minute. Alors que la rétine proprement dite, avec l'artère centrale, a besoin de 40 à 80 microlitres minute. Donc c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'échanges dans cette zone, ça va vite. C'est colossal. Okay. Et alors vous devez avoir un gradient aussi, si vous voulez. Et ce gradient pressionnel, il est osmotique en fait. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'osmose, c'est quand vous avez une proportion de sel plus importante d'un côté. D'accord. Voilà. Si vous avez deux compartiments avec le même volume d'eau, vous mettez beaucoup de sel d'un côté, vous allez obtenir un passage du côté le plus hypoosmolaire, le côté où il y a moins de sel, vers le côté le plus osmolaire, celui où il y a beaucoup de sel. Ça crée un mouvement. Voilà, vous créez un mouvement. Voilà. Alors une des méthodes, bien qu'on s'est aperçu maintenant que cette méthode ne soit pas uniquement passive. Elle est aussi, à travers les cellules, un peu dynamique, plus dynamique qu'on le croit, puisqu'il y a un phénomène qui va lier avec des champs et avec des phénomènes électriques, des ions, en fait. Hein, voilà. Mais bon, donc vous avez ce mécanisme-là entre la choroïde et la rétine postérieure de l'œil. Alors l'autre particularité des cellules visuelles, c'est qu'elles sont nourries, en fonction de leur longueur, elles sont nourries par deux réseaux différents. Les corps cellulaires sont nourris par la circulation profonde de la rétine proprement dite. Hein, alors que les articles externes qui sont régénérés, eux, sont nourris en quelque sorte à travers l'épithélium pigmentaire par la choroïde, le tissu choroïdien. Et en quoi c'est important d'avoir découvert ça? Alors c'est important parce que c'est ce qui stabilise et qui donne ce qu'on appelle l'homéostasie. Je préfère parler d'homéodynamique puisque c'est quelque chose d'extrêmement mouvant et surtout en équilibre permanent. Et même avec l'âge. Donc c'est ça qui conditionne toute la survie de votre vision.
Et comment est-ce que on peut s'occuper de maintenir cet équilibre pour avoir une bonne santé oculaire? Alors, il y a une chose assez extraordinaire. Vous avez perçu que quand vous avez, par exemple, toutes les maladies qu'on appelle artérite ou infarctus ou autres, vous avez en général de l'athérome qui va limiter la suppléance artérielle de sang riche en oxygène et en nutriments, si vous voulez, parce que la lumière se rétrécit. Et donc le débit diminue progressivement. Donc c'est un mécanisme qui est lié au vieillissement, mais qui est lié aussi à des apports énergétiques tout à fait déséquilibrés, par exemple beaucoup trop de sucre dans l'alimentation, ou des apports inflammatoires, ou des mécanismes inflammatoires qui vont exister. Donc trop de glucides. Voilà, trop de glucides, mais aussi l'inflammation. Vous avez des maladies ou autres qui vont, ou par exemple le tabac va amener une inflammation. Par exemple, vous voyez, parce que vous allez augmenter les globules blancs, vous augmenter la viscosité, et donc l'inflammation aussi. Voilà. Donc tous ces mécanismes vont diminuer les calibres et la suppléance artérielle de vos tissus. Voilà. Alors ça va jouer évidemment sur la rétine, mais ça va jouer aussi, et un petit peu moins, parce que les débits sont très violents, au niveau de la choroïde. Mais à la choroïde, si vous n'avez pas la bonne surface d'échange et si vous n'avez pas un débit suffisant, ça va être catastrophique, puisque l'énergie nécessaire pour le reconditionnement des articles externes pour remettre la vision, en gros, si vous voulez, vous avez le turnover, c'est 2500 disques par cellule par jour. Donc vous imaginez, c'est absolument colossal. Je n'arrive pas à me rendre compte de ce que ça représente. Mais c'est énorme. Ça veut dire que si vous régénérez seulement que 1000 disques par cellule, si vous voulez, il vous reste les déchets à reconditionner qui sont dans votre cellule et qui sont des briques qui sont pas remises en place. Alors quel lien avec cette DMLA déjà? Alors c'est très simple. Là, si vous voulez, qu'est-ce qui va se passer? La cellule, se retrouvant encombrée littéralement en apoplexie par trop de déchets, va tout d'abord deux solutions. Ou bien elle a encore un transfert suffisant et elle va les passer derrière elle, si vous voulez, pour essayer de les éliminer, et ça va laisser des dépôts. Ces dépôts peuvent être plus ou moins éliminés, mais plus ou moins bien, parce qu'avec le vieillissement, ça se fait moins bien, puisqu'il n'y a pas assez de débit, je vous l'ai dit, pour que ça puisse être repris. Il faut que le gradient soit suffisant. Ou bien, il n'y a plus du tout de passage, et donc la fonction dialyse que je définis, la fonction d'épuration, n'existe plus, et à ce moment-là, ça va se trouver au sommet des pigments pigmentaires, illustrant qu'il n'y a plus du tout de passage et plus du tout d'effet. Ça s'accumule. Et ça s'accumule. Et à ce moment-là, ça veut dire que votre épithélium pigmentaire est littéralement en situation de pré-mortel, de pré-apoptose. Donc en fait, c'est un problème d'accumulation de déchets. Exactement. Comme tous les vieillissements en général. Le vieillissement en général, par exemple, l'Alzheimer est un problème de mauvaise élimination de protéines et de déchets. C'est les protéines tau et amyloïde bêta. Par contre, on ne sait pas pourquoi il y a une accumulation de cet ordre-là. On n'a pas trouvé le primum movens. Voilà. Mais par exemple, une erreur de la pharmacologie qui veut toujours faire des produits, c'est de faire des anticorps anti-tau et anti-amyloïde bêta. Le problème n'est pas là. Si c'était là, le corps déjà ferait des anticorps comme ça. Vous comprenez? Le problème, il est de trouver l'origine. L'origine, on l'a pas trouvé. Et on pense qu'en faisant, parce que c'est facile avec les vaccinations et l'étude des vaccins, on sait très bien faire en 6 mois quelque chose anti-protéines de ce type-là. On a fait la même chose aussi avec le Parkinson. Vous avez, c'est la molécule en question, et l'alpha-synucléine. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a produit, quelle est la raison exacte pourquoi il y a une accumulation. Et donc, on a fait les anticorps anti-alpha-synucléine. Il n'y en a aucune qui marche. Et donc, à chaque fois, cette industrie pharmaceutique qui veut s'intéresser aux symptômes et pas aux causes. Voilà. Et en même temps, vous avez 6 mois pour faire un truc comme ça. Et si ça marche, vous risquez d'avoir le jackpot. Vous comprenez? Ça rapporte beaucoup. Alors, du coup, dans cette DMLA. Alors, dans la DMLA, donc, vous avez vu, on a fait un anticorps pour les anti-néovaisseaux. Pour l'anti-VEGF. Et là, ça a marché parce que vous êtes à l'origine des néovaisseaux. Vous comprenez? On est vraiment sur le primum movens, c'est comme les néovaisseaux. Donc, vous traitez pas la maladie, mais vous l'empêchez déjà les néovaisseaux d'arriver. Ça, c'est positif. C'est positif, mais c'est trop tard. Donc, en fait, ça rend les gens dépendants à des injections régulières, tous les mois ou tous les 2 mois, à vie. Ces injections j'allais dire à vie, mais à vue, en fait. Dans l'œil. Dans l'œil, voilà. En fait, le VEGF, normalement, il a un rôle trophique naturel, il est sécrété par la rétine pour entretenir les vaisseaux.
et à un stade minimal, puisque c'est quantique, tout ça, c'est une question de seuil en fait, hein, seuil énergétique et seuil de. Il faut bien comprendre que, alors je parle quantique, mais pour le public, c'est peut-être pas assez évident. Hein, mais la quantique est autour de vous, elle est présente dans vos puces de téléphone portable. C'est ça qui fait l'effet tunnel qui permet d'avoir le passage. Et vous avez aussi les micro-ondes. Vous avez l'IRM qui vous permet, en mobilisant certaines parties des molécules d'eau que vous avez, principalement l'eau ortho. Ça va créer à ce moment-là une émission de photons qui va créer l'image qu'on obtient avec les IRM. Vous voyez, donc tout est quantique. Seulement la médecine refuse de voir ça et essaye de faire plus simplement au niveau plutôt chimique. Quand vous dites la médecine, c'est qui? C'est les industries pharma? Alors c'est principalement les industries pharma, puisque tout ça remonte à 1910, au rapport Flexner, favorisé par Rockefeller et Carnegie, les Américains, qui ont essayé d'imposer les normes des médicaments, si vous voulez, comme substance thérapeutique. Alors attention, je ne dis pas que ça ne marche pas. Le problème, c'est que ces produits qui ne sont pas naturels, la plupart du temps, sont synthétiques, venus du pétrole en grande partie, si vous voulez, aboutissent la plupart du temps à des risques de maladies iatrogènes ou de toxicité, si vous les employez trop longtemps. Voilà, c'est ça le vrai problème. Donc là, les traitements qui sont actuellement utilisés pour traiter la DMLA sont coûteux, un peu tardifs, et peut-être risqués. Ils peuvent risquer quand on en met trop. Et en plus, en ce moment, on est en train de forcer les dosages parce que l'étude on donnait des doses de l'ordre de 2 mg, on est passé à 8. Hein, donc vous avez la volonté, c'est de se dire, plus on en met, plus on va éradiquer toute production de VEGF. Oui, mais le VEGF, il est quand même utile. Or, on ne fait pas la part de l'utile du non utile. Vous voyez, en fait, le problème, c'est qu'on va trop vite. En fait, l'intérêt, on voit tout de suite l'intérêt financier avant l'intérêt des patients. Il y a tellement d'autres maladies dans lesquelles ce constat est le même. Mais nous, médecins, nous sommes là pour répondre à des plaintes, essayer de trouver des solutions. C'est ça que vous m'avez dit, c'est que vous, du coup, en ayant travaillé avec quelques-uns de vos confrères, vous avez découvert qu'il y a une autre façon de traiter et d'avoir une approche sur cette maladie, plus en amont, moins coûteux. Voilà. Il y a que des aspects positifs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez trouvé déjà? Alors oui, c'est assez simple en fait. J'ai eu la chance aussi donc de contacter Mireille Bonnet, qui était la première à Lyon et qui est malheureusement décédée juste avant ma première présentation en 2005, après mon travail entre 2002 et 2005 sur une opération qu'elle avait mise au point, mais que j'ai moi-même appliquée à des méthodes, à des formes de DMLA plus précoces, on va dire, où il n'y avait pas de complications. Dans la forme qu'elle a faite, elle avait traité des formes dites occultes. C'était des formes néovascularisées occultes, mais on ne savait pas faire la part des choses précisément entre les deux à l'époque. Et même comme ça, alors elle avait conclu un peu rapidement que ces résultats n'étaient pas bons. En réalité, quand vous faites une méta-analyse sur 2 ans, c'est ce qu'elle a fait, vous avez une amélioration de 8 cas sur 17, et un patient ayant gardé une vision à 8/10 pendant 29 mois. Alors que dans ces formes-là, actuellement, on les traite uniquement avec des anti-VEGF et des injections. Donc plutôt positif. Alors, là, elle faisait une chirurgie. Voilà. Alors, en quoi consiste Alors, la méthode est très simple. Il fallait d'abord comprendre un peu comment a été fait l'anatomie. Alors, l'anatomie est assez particulière en ce sens que, contrairement à une circulation systémique, dans une circulation systémique, vous avez une artère, un réseau capillaire, une veine. Bon, facile. C'est une unité microcirculatoire. Mais dans l'œil, ça marche pas comme ça. Dans l'œil, vous avez plusieurs artères nourricières qui vont avoir et qui vont être drainées par plusieurs veines, mais elles sont en réseau. Le réseau est totalement communicant. Ce qui veut dire que vous pouvez avoir une artère qui est bouchée si vous allez baisser la pression globale de perfusion, mais le réseau va continuer encore à fonctionner. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'il y a un maillage. Il y a un maillage, si vous voulez, et donc vous ne pouvez pas faire un infarctus. Ou alors il faut vraiment que vous ayez une grosse veine, une grosse artère, je veux dire, nourricière, qui nourrit plusieurs petites artères ciliaires, pour que vraiment vous ayez une plage importante de... c'est ce qui avait été défini par notre ancien qui s'appelait Amalric, en parlant de syndrome triangulaire. Mais là, il faut vraiment un gros tronc. Or, ces gros troncs-là n'existent qu'à 2 ou 3 grosses artères, si vous voulez, qui vont donner les petites cilières courtes, qui sont une vingtaine, pour nourrir justement ce tissu. D'accord. Voilà. Alors, le tissu étant communicant, la maladie, en fait, comme elle est liée à l'athérosclérose, elle est précapillaire.
Hein. Mais en poche capillaire, il n'y a rien. Vous êtes au niveau veineux, après les capillaires, et il n'y a rien du tout. Donc si vous faites une ligature de l'évacuation des veines, parce que tout ça repart en 4 secteurs, 4 secteurs avec des grosses veines qu'on appelle des veines vortiqueuses. Si vous fermez, en étudiant bien la circulation par une vidéo-angiographie pour voir comment elle se répartit, vous allez chercher l'endroit où il y a le plus de sang possible à récupérer, ouais. Et vous allez créer un néorecrutement rétrograde d'origine veineuse qui va reperfuser à l'envers le réseau, si vous voulez, capillaire. Comme un pontage, c'est-à-dire ni plus ni moins que l'équivalent d'un pontage. Donc c'est-à-dire que ça consiste en une chirurgie qui va revasculariser à certains endroits. Alors vous fermez l'évacuation, donc du coup vous avez 50% d'évacuation en moins. Du coup vous allez avoir ce volume circulatoire va repasser dans les capillaires. Et si les capillaires sont suffisamment ouverts et pas fermés, parce qu'il peut arriver qu'ils sont fermés, je vais vous expliquer comment, à ce moment-là, vous allez avoir une chance de retrouver un équilibre homéostatique ou homéodynamique qui vous redonne un équilibre suffisant pour que vos visions s'améliorent et en tout cas se dégradent beaucoup plus lentement. Donc en redistribuant mieux la vascularisation, le sang au niveau de cette partie de l'œil, de l'organe, la problématique diminue ou disparaît. Voilà. Alors quand tout marche bien, vous résorbez même les dépôts initiaux et les déchets qu'on appelle les drusènes qui sont en dessous l'épiderme pigmentaire. Mais même si ça ne résorbe pas complètement, en général, vous avez suffisamment supporté les choses si c'est pas trop dégradé pour maintenir et ralentir l'évolution de la maladie. Mais on pourrait se dire c'est plus invasif, il y a une chirurgie, c'est peut-être plus risqué. Alors c'est une chirurgie, non, parce que c'est une chirurgie qui se fait, si vous voulez, locale. C'est pas une chirurgie par anesthésie générale. Et comment vous accédez du coup On fait à ce moment-là ce qu'on fait comme pour la cataracte. On peut faire une anesthésie sous-ténonienne ou sous-conjonctivale, si vous voulez, en diffusant un produit qui va faire le tour de l'œil, qui va anesthésier. Et là, à ce moment-là, alors, c'est une chirurgie qui demande d'être très très précis, mais surtout très analysée avant, avec les examens en géovidéo qui permettent de voir les rapports circulatoires et les adaptations circulatoires que votre œil a déjà fait pour essayer de compenser le défaut. Mais c'est une méthode qui serait duplicable Écoutez, personnellement, moi, depuis que je l'ai démarré, j'ai fait à peu près 200 cas, et là, depuis les 3 équipes qui me suivent, nous avons fait 400 cas de plus, donc en gros, on a fait 600 cas. Et le taux de réussite, il est de combien? Alors, ça dépend du stade. Le problème, il est là. Quand j'ai fait la présentation en 2005, j'avais pas fait de tri spécial. J'avais fait un tri, mais pas tant que ça. J'avais pris un peu tous ceux qui étaient récusés d'une technique thérapeutique qu'on appliquait à l'époque. On appelait la PDT, la photothérapie dynamique. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Non. On injectait un colorant, si vous voulez, sensible à un laser, et après on balançait un laser, si vous voulez, sur les zones où il y avait des néovaisseaux qu'on avait repérés, et donc ça provoquait une rétraction du vaisseau sur le colorant. Voilà. Alors c'était la méthode qui a été développée dès les années 2000-2002 par là. Hein, voilà. Bon, mais cette méthode-là était pas très précise. Et puis vous n'étiez pas à l'origine de la maladie de toute façon, et en même temps vous rétrécissez il était montré en anatomopathologie que vous rétrécissiez le vaisseau, vous empêchiez les globules de sortir, mais pas forcément le sérum. Donc ça permettait quand même encore une diffusion. Voyez. Bon. Et par rapport à la méthode actuelle qui est utilisée, ces injections, vous estimez que le niveau de réussite est plus élevé? Alors, sur cette forme, tous azimuts, j'avais quand même, il y avait beaucoup d'atrophie malheureusement, parce que les gens venaient à un stade déjà très tardif, vous voyez, où on leur disait qu'il n'y avait rien à faire. Mais sur cette forme-là, où j'avais fait 66 personnes déjà, j'avais 47% de résultats positifs. Et par rapport à la méthode actuelle, est-ce que c'est mieux? Est-ce qu'il y a un intérêt supplémentaire? Alors, si on prend maintenant la méthode que nous faisons, alors on a rajouté d'autres méthodes thérapeutiques, mais je pense qu'actuellement on est largement au-delà de 60% si on les prend selon les critères qu'on a définis depuis maintenant, je vous dis 7-8 ans. Donc selon vous, il y a un réel intérêt d'utiliser cette approche plutôt que les injections qui sont faites aujourd'hui? Attention, on utilise encore les injections. Parce que quand tout échappe, si vous voulez, vous pouvez utiliser des injections. Mais on utilisera beaucoup moins, ça coûtera beaucoup moins à la sécurité sociale. Ça coûte moins cher. Oui, ça va coûter moins cher, par définition, puisque vous faites un seul acte que vous ne refaites pas.
Comme quand vous faites un pontage. Si vous avez plusieurs artères à ponter, oui. Mais là, chez nous, il y a une seule fois. Une fois que vous avez fait ça, comme c'est tout le réseau que vous avez, disons, réinitialisé et créé en recrutement, vous n'allez pas le refaire. Parce que ça représente quoi le coût actuel du traitement de la DMLA? Alors, le coût de la DMLA, il est assez monstrueux. Bien que, je vais vous dire pourquoi. Alors, au tout départ, déjà, en 2016, on était à 580 millions d'euros. Hein, par an. Voilà. Par an. Hein, rien que pour la DMLA. Donc c'est-à-dire que pour ces injections. Pour ces injections. Ah, donc en 2016. Alors c'est monté injections. très très vite, mais ce qui s'est passé, c'est que on nous a pas laissé utiliser l'Avastin qui avait été utilisé au début dans les années 2005. Ok. Hein, parce qu'avec une ampoule à 200 €, vous faisiez 40 doses ophtalmologiques. Vous imaginez bien que le laboratoire n'allait pas laisser faire ça. Donc ça a été autorisé par exemple en Italie, mais nous évidemment avec les lobbies, c'est pas passé. Donc certains ont continué à le faire, mais avec des risques médico-légaux, en disant que si vous avez, parce qu'on était obligé de le préparer, il fallait des chambres stériles pour conditionner des produits, ou alors faut les injecter dans une cupule et le prendre directement. Si vous avez une inflammation endoculaire ou une endophtalmie, c'est vous qui êtes coupable et vous êtes sans arrêt coupable puisque on vous dit il n'y a pas de produit étudié pour ça. D'accord. Voilà. Donc ça pousse les médecins à ne pas. Donc ça poussait les médecins qui voulaient pas avoir de problèmes médico-légaux à prendre uniquement ce qui était validé. D'accord. Voilà. Alors maintenant, c'est un petit peu changé. C'est un petit peu changé parce que vous avez eu des mimétiques. C'est-à-dire que les laboratoires sont un peu défendus. Et au lieu de coûter 800, 900 € l'injection, ça a coûté jusqu'à 1200 à un moment donné. Hein. Ah ouais. Voilà, c'est pour vous dire les coûts. Et en moyenne, on faisait 8 à 9 injections par patient par an. Donc, il y a des gens qui ont une 60aine d'injections. Ah non, si on parle de 8 millions de personnes à ce prix-là. Non, parce que vous ne touchez que les 20% qui ont les formes humides. Bon, bah il y a des indications. 20% de 8 millions. Alors 20%, ça fait déjà quand même pas mal. Ça avait fait 1,5 million à peu près. Plus d'1 million, voilà. Voilà. Là, on doit être à 1,8 million à peu près. À ce coup-là, voilà. c'est assez rentable. Oui, mais alors vous avez quand même des gens qui, au bout d'un moment, ont assez de se faire injecter dans l'œil, et surtout par rapport à leur vision, on dit j'en ai marre et je veux plus. Donc vous avez un abandonnisme des gens parce que d'abord il faut faire un tas d'examens pour vérifier, faites des OCT tous les mois, ainsi de suite, et puis donc et puis vous savez quand même des personnes qui sont pas toutes jeunes, il y a un moment donné ils se disent à quoi bon quoi. Alors que donc avec cette approche chirurgicale dont vous parliez, bah vous leur donnez un délai. Moi j'ai des gens qui ont un recul de 18 ans et qui n'ont fait des complications que 18 ans après. Bah, sur le papier c'est très intéressant. Alors c'est pas 100% des gens qui vont avoir 18 ans de recul. Oui. Hein. Voilà. Après, la difficulté, mais on est en train de résoudre tout à fait le problème maintenant avec toutes les équipes, parce que je suis pas tout seul, c'est qu'on est en train de comprendre à quel stade il faudrait agir. Vous voyez, la précocité, ça c'est très intéressant. Or, actuellement, on attend le stade le plus tardif, et pour les autres, on leur donne des petites pilules ou des suppléments alimentaires. Parce qu'il y a une détection qui est trop tardive, parce que justement, ils font des injections à la fin, et que si c'était pris en charge plus tôt, exactement, ça pourrait être déjà coûter moins cher en santé et en coût pour la sécurité sociale. Et alors jackpot, c'est qu'en plus, comme évidemment je vous dis, j'ai maintenant des équipes, il a été mis au point il y a maintenant à peu près une dizaine d'années par des Australiens, un laser qui permet aussi d'améliorer ou d'upgrader encore l'efficacité de ma chirurgie. Quand on mêle les deux, on a des résultats qui avoisinent les 70%. Donc c'est sûr que vous n'avez pas dû vous faire que des amis. Voilà. Avec cette Alors j'ai une troisième approche que j'ai découvert aussi de façon très fortuite, grâce à mon passage aussi avec à l'hôpital Necker pour les enfants. Je vais le citer alors qu'il m'a pas forcément beaucoup aidé, mais enfin ce qu'il avait fait là est assez remarquable. Il s'était aperçu que il y avait une sécrétion naturelle d'érythropoïétine. Vous savez ce qu'on donne aux sportifs, qui a été considéré comme un dopage et qui fait monter les globules rouges dans le sang, dans la rétine avec des capteurs et ce qu'on appelle des récepteurs à l'érythropoïétine. Et quelle était cette cytokine, donc qui est sécrétée par les cellules en fonction de l'ischémie par un médiateur chimique qu'on appelle l'hypoxia-inducing factor. Donc sur cette chose-là, j'ai eu l'idée, et j'avais aussi rencontré aux États-Unis professeur Steve Sinclair qui avait déjà fait une démarche du même ordre, et dès 2007, j'ai injecté dans l'œil directement de l'EPO. Et alors là, cet EPO a un effet anti-apoptotique, anti-inflammatoire, et j'ai guéri comme ça des occlusions veineuses
chez certaines personnes. J'ai présenté donc un poster en 2017 et une présentation à l'EVRS, qui était à l'époque la deuxième société de rétinologues chirurgiens européenne. Mais tout ça n'a abouti à rien, et mon ami qui travaillait avec moi de l'hôpital américain, Dr Claude Baucher, qui faisait partie de la plus grosse société, disons la plus référencée, qu'on appelle Retina Society aux États-Unis, a présenté un cas qu'elle a fait sur mes recommandations. Et ça n'a eu aucun écho non plus. Alors pourquoi, docteur, justement, avec ces résultats positifs et ce potentiel, justement, par rapport à cette approche, il n'y a aucune suite à l'échelle nationale? Alors, au niveau des médicaments, au niveau des lasers, c'est un peu compliqué aussi, parce qu'après, il faut des leaders d'opinion, il faut de la publicité, il faut qu'il y ait... Vous savez, le plus important, mon ami Marc-Henri, que vous connaissez, disait toujours, on ne peut rien tant qu'on n'a pas l'aval du nombre. Le plus important, c'est le nombre, disait-il. Et il a raison, à partir du moment où vous n'avez pas suffisamment de gens qui expérimentent la méthode ou qui la font, vous n'avez pas de retour et vous n'avez pas un volume suffisant de gens qui peuvent vous dire « oui, c'est bien ». Non, mais on aurait pu imaginer que vous auriez pu publier dans des revues. Mais c'est fait. Que peut-être d'autres confrères allaient vous solliciter, le ministère de la Santé, le problème, c'est que vous ne voyez pas comment est organisée la médecine. Alors, je vous ai expliqué, nous sommes des observationnels. Nous ne sommes pas des vrais scientifiques. La médecine est un art. Et quand vous voyez opérer mon ami, le professeur Marc Purin, président de la Banque des Yeux, vous vous rendez compte que c'est des talents plus forts que le niveau de Federer. C'est tellement beau, il n'y a jamais d'erreur, c'est exceptionnel. Et vous dites bien, c'est pas à la portée de tout le monde. Bon. Mais là, on est dans une chirurgie, c'est-à-dire qu'on est dans un domaine newtonien, où à la fois l'espace et le temps sont séparés et prédictibles. Voyez, donc vous donnez des résultats étonnants. Même les chirurgiens de la cataracte, vous en avez beaucoup. Vous avez actuellement, ou même la chirurgie réfractive, comme le docteur Gatinel, qui est très connu maintenant au niveau mondial. Il a des résultats extraordinaires. Mais à ce stade-là, vous maîtrisez tout. Vous comprenez ? Tandis que dans la médecine, c'est tout à fait différent, parce que vous allez avoir des phénomènes qui sont liés à la régénération cellulaire, des phénomènes qui sont liés à l'apoptose et à la complémentation d'appel de cellules souches pour remplacer ça. Voyez, et vous avez des phénomènes aussi de prolifération ou de métaplasie cellulaire pour cicatriser. Tous ces mécanismes ne sont pas bien étudiés. On l'étudie avec nos échelles, qui sont des échelles sensorielles, mais et les appareils que l'on a sont très mauvais. Et quand on veut faire des études qui sont faites avec l'évidence base médecine, on prend des tissus qui la plupart sont morts, on met des colorants pour rechercher des molécules. Mais au stade, si vous voulez, quand vous êtes en endocellulaire, vous êtes à un stade qui est au minimum nanoscopique, voire femtoscopique, c'est 10-15 millimètres. Hein, donc c'est extrêmement faible et à cette échelle-là, si vous voulez, si vous considérez qu'on est effectivement dans quelque chose qui est quantique où l'espace-temps est la même dimension, il y a pratiquement plus de temps, il y a plus d'espace. Donc tout est instantané. Vous ne pouvez pas avoir ça, vous ne pouvez pas l'analyser ni même les champs. Ouais. Voilà. Mais on aurait pu croire quand même que on est à une époque où ils veulent faire des économies, hein, nos chères élites, sur la santé, qu'avec des approches comme celle-ci, on peut réduire les coûts et améliorer la santé des Français. Comment ça se fait que des décideurs politiques ne se soient pas intéressés à vos travaux de recherche? Alors, les décideurs politiques, si vous voulez, je ne sais pas si vous connaissez les termes précrastination et procrastination. Ouais. Voilà. Bon, les décideurs politiques réagissent à des situations aiguës. Donc, ils sont toujours dans ce qu'on appelle la précrastination. C'est-à-dire qu'on va se débarrasser du problème rapidement. Il y a une plainte, on résout le problème très vite. Donc, on prend la solution la plus rapide qui se présente et on la bâcle et on la fait. La procrastination, c'est quelqu'un qui se dit « Ah, il y a un souci, je vais réfléchir au problème et je vais proposer une solution, mais ça demande du temps. » Et si ça demande du temps, ça demande de l'argent, ça demande de l'investissement. Et puis aussi, si vous voulez, le problème qu'on a, c'est que vous avez remarqué, déjà, on a exclu tous les médecins de la recherche fondamentale. Il n'y a plus un médecin. Alors, c'est pas tout à fait idiot non plus, parce qu'il faut reconnaître que nous sommes des très bons observationnels. Nous sommes capables de faire aussi, maintenant pour les chercheurs, des données statistiques. Mais la médecine, c'est pas des statistiques. On l'a vu pendant le Covid que justement. Voilà. Et en plus des analyses statistiques, on ne sait pas du tout bien les manier. Nous sommes très très mauvais dans les analyses statistiques. Donc en fait, on tire des conclusions un peu rapides dans les données statistiques. Si on a le temps, je vous parlerai du cancer et vous verrez qu'il y a des erreurs statistiques assez incroyables pour des pathologies dont on pense qu'on dépiste 90% des cancers, notamment pour le sein.
En réalité, si vous voulez, quand on regarde la validité des choses, vous avez 97% de validité, mais quand vous mélangez les deux, si vous prenez 100 personnes, si vous voulez, qui ont été diagnostiquées positives à la mammographie, Ouais. combien ont réellement le cancer du sein? C'est vrai qu'on détecte de plus en plus tôt des choses de plus en plus petites et qui ne veulent Oui, rien dire. mais surtout, combien ont vraiment le cancer du sein? Très peu, sûrement. Beaucoup moins. Ben, si on vous dit qu'il y a 90% d'efficacité et 97% de formellement de validité des choses, vous en concluez combien comme ça, avec ces stats-là? Une autre question. Bah, si vous posez comme ça la question but en blanc au médecin, la plupart des médecins vous disent bon, on a plus de 90% de succès et donc les gens diagnostiqués ont vraiment le cancer. Bah non, en réalité, vous avez que 9% de personnes qui ont vraiment le cancer. Donc ça veut dire aussi que si vous basez sur la mammographie pour faire un traitement de chimiothérapie, vous allez avoir un taux de résultat positif de traitement énorme, alors qu'en fait vous avez traité les gens qui n'avaient rien. Donc on crée artificiellement une efficacité. C'est pas ça, on n'intègre pas bien ces données-là parce qu'on n'est pas formé. Je veux pas jeter la pierre sur mes confrères parce qu'ils sont sincères. Hein. Il faut bien comprendre qu'il y a une vraie sincérité, il y a une vraie volonté des médecins de soigner et d'aider. Oui, mais il y a une incompétence du coup. Incompétence de fait de notre formation. On ne nous forme pas à réfléchir, on nous forme à suivre les conférences de consensus et d'appliquer ce qu'on vous a dit d'appliquer. C'est pour ça que d'ailleurs on va à fond dans l'IA, qui est la pire des âneries. Pourquoi? Parce que en fait, vous allez décider par rapport à ce qui est publié, mais pas par ce qui est émergent, et ce qui n'est pas encore dominant par le nombre. C'est vrai. Alors après, une autre chose qui me paraît aussi importante, c'est que on parle beaucoup de la notion d'expert. C'est-à-dire que sur tout ce que j'ai trouvé, on va vous dire ah oui, mais les experts n'en veulent pas. Mais c'est quoi un expert? Je vous pose la question. Quelqu'un qui pense savoir sur un sujet précis. Oui, mais par exemple, vous êtes expert de l'ADMLA, mais si vous voulez expertiser une nouvelle technique, ça veut dire il faut la pratiquer avec les normes de la personne qui a établi cette nouveauté. Si vous ne pratiquez pas la méthode, vous êtes expert de rien du tout. Vous comprenez? Je vais vous donner un exemple qui vous touche, qui est peut-être plus facile à comprendre avec le saut en hauteur. Vous savez qu'avant les années 60 et tout, on sautait le hauteur en rouleau ventral. Exact. Voilà. Bon. D'un seul coup, il y a un gymnaste qui s'est mis en 68, Dick Fosbury, à se mettre à sauter sur le dos. Il avait constaté, tout en étant gymnaste, que c'était plus facile, qu'on avait une force plus importante, et en plus, on pouvait mettre un coussin amortisseur de l'autre côté, donc il n'y avait pas de risque pour les vertèbres. Bon, du coup, il a gagné en 68, et plus personne ne saute en rouleau ventral. Il fallait expertiser la méthode. Ouais, c'est un bon exemple. Voilà. Mais alors, est-ce que vous avez subi des pressions des pressions, oui. Le professeur Duffier m'avait aidé parce qu'un jour, en 2007, un médecin bien connu, si vous voulez, est arrivé et m'a dit « On te conseille fortement de rejoindre l'équipe de Créteil, qui à l'époque faisait la pluie et le beau temps. » Alors je le nomme quand même parce que je trouve ça absolument insupportable, c'est le professeur Souyed, parce que tu es sous la menace d'une loi Durier, de non-demande de loi Durier. C'est que pour faire une expérimentation, il faut faire une demande. Sauf que moi, je reprenais un travail déjà fait en 83-85. Okay. Donc je voyais pas pourquoi il y avait besoin de faire une loi Durier. Hein. Alors à cette époque-là, comme il passait dans le coin, c'était en 2007, je de mémoire, 2006-2007, 2007 je pense. Le professeur Duffier m'a dit mais qu'est-ce que c'est que cette dictature? Et donc il m'a un petit peu aidé, il faut le reconnaître, en me prenant chez lui dans son équipe en 2010. Voilà. Alors, vous m'avez même partagé le fait que quand vous avez commencé à présenter vos travaux, quelques semaines après, vous avez eu un cambriolage chez vous. Est-ce que vous avez eu des pressions directes ou indirectes comme ça? Non, il n'y a pas eu de pression autre, sauf que l'ordinateur que j'avais valait à tout casser 150 €, parce qu'il était ancien. Et voilà, c'est tout. C'est tout ce qui vous a été volé? On n'a volé que ça. Il y avait vos travaux, j'imagine, dedans. Il y avait tous mes travaux dedans, et donc j'ai pas pu non plus. C'était difficile parce qu'en plus il y avait tous les patients déjà opérés. Pour faire une publication, c'était plus compliqué. Voilà. Enfin là, vous savez, on peut dire il est parano. Hein. Il y a beaucoup souvent de coïncidences bizarres chez les chercheurs ou chez les médecins qui essayent des thérapies un peu alternatives et qui souvent
on leur vole souvent que leur ordinateur pour essayer C'est un peu étonnant. C'est un peu étonnant, mais c'est intéressant aussi d'expliquer le contexte dans lequel les chercheurs, les médecins indépendants évoluent, parce que ça fait aussi partie Oui, c'est vrai. De l'environnement dans lequel vous êtes, et aussi qui n'est pas forcément qui est un peu hostile, on va dire, à ce genre de découverte. On imagine les intérêts. Tout à l'heure, on parlait du nombre de personnes concernées, hein, plus d'1,5 million avec ces injections, à 800-900 euros l'injection, fois 10 par an. Ça commence à représenter beaucoup d'intérêt. Est-ce qu'il y a beaucoup de labos impliqués dans ces... d'ailleurs, qui est le plus grand fabricant Alors, de ces le plus grand fabricant à l'époque, c'était Novartis. Mais en fait, Novartis avait récupéré, et c'est assez étonnant parce qu'à l'époque, j'étais très ami avec le PDG de Roche. C'est Roche qui a été le premier à mettre au point avec l'Avastin et l'une de ses succursales à l'époque, qui s'appelait Genentech, pour pas la nommer, le premier produit qui était utilisé pour les cancers. Voilà. Et donc c'est sur cette base-là en fait qu'a été découverte l'effet sur la DMLA, puisque en fait c'était un infortuné patient qui avait un cancer et qui avait également une DMLA, mais un médecin d'ailleurs, c'est un confrère, qui en se faisant injecter l'Avastin s'est aperçu que sa DMLA s'améliorait. Sa DMLA vasculaire, bien évidemment, parce que ça marche pas sur les autres formes. Ouais. Voilà. Donc du coup, alors l'embêtant aussi avec ce produit, c'est que ce produit maintenant est utilisé aussi pour les œdèmes. Donc la note s'augmente, puisque toutes les occlusions veineuses qui donnent des œdèmes et également les diabètes qui peuvent donner des œdèmes, vous avez des indications maintenant d'utiliser des anti-VEGF. Donc ça fait monter l'ardoise assez haute. Alors qu'en fait, je vous ai expliqué que par exemple avec le PO, qui est un produit naturel, vous pouvez améliorer les choses. Alors je dis pas qu'on n'aura pas besoin d'anti-VEGF, mais si vous couplez un peu d'anti-VEGF avec de l'EPO, vous avez des résultats beaucoup plus patents et surtout à plus long terme, parce que vous allez restituer quelque chose d'un peu plus stable au niveau homéostatique. Alors, comment est-ce que nous, on peut améliorer notre santé oculaire au quotidien? Voilà, est-ce qu'il y a des petits conseils que vous pouvez nous partager à ceux qui nous écoutent? Alors, oui, par exemple pour la myopie, vous savez qu'en fait, on est totalement dépendant de la lumière. Alors ça, c'est assez difficile à comprendre, mais en fait, globalement, la lumière solaire vous balance. Il faut utiliser, alors c'est un petit peu technique, il faut utiliser la loi de Vienne pour comprendre. Le soleil émet une température à une température de 4500 degrés en Celsius jusqu'à 6500 à peu près. Il faut rajouter 273 degrés pour arriver en Kelvin. Vous savez que moins 273 degrés, c'est le zéro absolu. Donc, si vous rajoutez ça, et à ce moment-là, la loi de Vienne vous explique qu'il y a une constante qui est de 0,2897 cm/K, avec le cas des Kelvin, qui est une constante. Et si vous divisez cette constante par la température, si vous voulez, vous avez la longueur d'onde. D'accord. Mais il faut une température en K. À ce moment-là, ça vous donne le soleil, si vous voulez, une température moyenne, une longueur d'onde moyenne dans le bleu, autour de 500 nanomètres. D'accord. Entre 480 et 500 nanomètres. Et cette fréquence, elle est importante pour nous? Alors, elle est fondamentale parce que les fréquences courtes sont les plus énergétiques. Vous connaissez que le chose qu'on voyait à Fort Boyard, quand vous tenez un poids comme ça et que vous tenez, et au bout d'un moment avec le poids, vous allez faire comme ça. Pourquoi vous avez plus l'immobilité? Parce que votre fréquence d'influx n'est plus suffisante pour maintenir une immobilité. Eh bien, c'est pareil. Si vous avez une fréquence importante avec la longueur d'onde qui est la plus courte possible, vous aurez beaucoup plus d'énergie. Donc le bleu est le plus énergétique que les autres couleurs. Et évidemment, quand vous allez à l'infrarouge, les longueurs d'onde sont beaucoup plus longues, puisque par exemple, ce qui vous réchauffe l'hiver sur une terrasse de café, ce sont des lampes à infrarouge qui font 30 microns. Donc s'exposer au soleil, c'est une bonne façon d'entretenir... Alors, profiter du soleil. Profiter du soleil. Voilà, ça c'est une chose. Faites attention quand même, parce que le soleil direct, lui, est dangereux pour la rétine. Donc évidemment, indirectement... Notre vision n'intègre que la lumière réfléchie. Oui. Voilà. C'est pour ça qu'on vous conseille, quand vous regardez une éclipse solaire ou autre, de mettre des lunettes de soleil. Mais en soi, les lunettes de soleil sont pas forcément très bonnes. Parce qu'en fait, si vous êtes adapté, vous allez vous programmer en fonction de la qualité de la lumière, vous allez programmer vos cellules visuelles à la luminosité.
il y a des cellules assez particulières qu'on appelle les cellules à mélanopsine qui sont à la surface de l'œil et assez étendues sur les champs rétiniens et pas uniquement au centre. Et là, vous allez avoir une programmation de votre rétine en fonction de la luminosité. Voilà, et ça c'est extrêmement important. Donc cette qualité-là, par exemple, va permettre d'empêcher l'émergence de myopie. Voilà, et on se cale dès le matin. La première luminosité du réveil va vous caler. C'est pour ça que c'est important qu'elle soit de bonne qualité. Donc si vous commencez à travailler sur écran dès le matin en vous réveillant ou vous gardez votre téléphone portable, surtout pour les enfants, c'est très mauvais. Donc tout ce qui est lumière artificielle. Alors, vous pouvez utiliser la lumière artificielle, mais plus tardivement dans la matinée ou plus tardivement dans la journée, quand vous avez déjà été calé. Vous voyez ? Donc vraiment c'est important ce calage, ce calibrage dès le matin avec une lumière naturelle. La deuxième chose qui est importante, c'est que il y a un phénomène, ce qu'on appelle une espèce de rémanence des photons. C'est-à-dire que vous allez avoir les photons qui vont taper sur la surface terrestre. Chaque photon va induire une vingtaine de photons qui vont avoir leur longueur d'onde multipliée par 20. Si vous partez de 500, vous allez obtenir 10 000. Donc le soir au crépuscule, quand vous sentez que la Terre réchauffe parce qu'elle devient un soleil très important, vous avez quasiment que de l'infrarouge qui ressort. Si vous jouez au tennis sur du quick, vous sentez la chaleur du terrain. Oui. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Et ça fait une sacrée température. Et là, en fait, vous ressortez des infrarouges. Ces infrarouges ont un énorme avantage, c'est que ils ont un effet régénérateur. Ils ont la capacité, alors ça c'est mon ami le professeur Marc-Henri que vous connaissez, qui a défini ça, et aussi avec les travaux de Gerald Pollack, un Américain qui a publié ça, c'est la 4e phase de l'eau. C'est-à-dire que l'infrarouge a la capacité de décomposer l'eau en 2 parties et de faire l'équivalent de ce qu'on peut avoir en une batterie, c'est-à-dire vous aurez un élément négatif et un élément positif, et donc ça va également augmenter les flux sanguins. D'accord. C'est assez extraordinaire. Donc tout va dans le même sens. Meilleure vascularisation. Donc c'est la meilleure vascularisation et c'est un effet positif. Voilà. D'accord, ok. Est-ce que, parce que beaucoup parlent maintenant des lumières artificielles LED, etc., et il y en a certains qui reviennent à se dire que les lumières à incandescence, un peu plus vieilles aujourd'hui, qui n'existent plus, alors, les lumières étaient de meilleure qualité pour nos yeux. Vous avez raison, quand on regarde les filtres, disons qu'il y a c'est un petit peu plus équilibré sur les lumières à incandescence. Voilà. Voilà. Bon, aujourd'hui, qui sont interdites de vente, malheureusement, mais... C'est un problème énergétique. Maintenant, je pense qu'on est parfaitement capable de caler quand même avec les LED, tout ça c'est de la technologie. Alors maintenant, je ne doute pas qu'on puisse y arriver avec la technologie. Mais le problème, c'est la durabilité aussi. Oui. Par exemple, on s'est aperçu que c'est la variété aussi et l'instabilité de la lumière qui améliore aussi la possibilité parce que plus vous avez une instabilité, plus votre corps va réagir, votre rétine va réagir. D'accord. Si vous voulez, la rétine réagit comme une cellule photoélectrique en fonction de la qualité, de la puissance de la lumière et de l'énergie qui est véhiculée par l'effet électromagnétique de celle-ci. Elle va réagir, s'adapter ou pas. Voilà. Donc si vous avez une lumière constante, si vous voulez, par exemple, une lumière constante favorise la myopie. Donc il serait tout à fait possible, et j'ai pensé à ça aussi, mais il faudrait trouver des fabricants, de faire dans les salles de classe des systèmes qui mimiquent la lumière solaire. Mais la lumière solaire, elle est constante. Non, la lumière solaire n'est pas constante, il y a du nuage. Oui, d'accord. Vous avez la proportion d'eau, ça varie tout le temps. Ok, il y a cette variabilité. Non, alors si vous êtes effectivement dans un pays africain ou autre, où là vous avez vraiment un ciel bleu et tout, ou dans le désert, vous allez avoir une certaine constante. Mais là, vous avez une constante maximale. Donc vous allez vous caler. Une fois que vous êtes adapté, il n'y a plus trop de problèmes, vous êtes au maximum. Non, parce que maintenant, il y a certains qui parlent j'ai vu passer ça et qui vraiment s'inquiètent de la qualité de nos ampoules à la maison, qui pour faire des économies d'énergie, on ne le voit pas à l'œil nu, mais vont interrompre le flux lumineux et donc ça fait comme un effet de stroboscopique qu'on ne voit pas et qui apparemment est très délétère pour le cerveau et l'œil. Et ça, c'est pas naturel. Tout dépend de la puissance. En réalité, c'est un problème de puissance. En fait, quand vous faites un système thromboscopique, si vous voulez, l'énergie, elle est répartie, mais elle est fractionnée. Oui. Donc, vos cellules vont s'adapter ou pas s'adapter. En fait, le problème total, c'est la puissance. Quelle est l'énergie que vous avez transmise ? Bon, comme quoi, c'est un sujet qui est d'intérêt public. Ah, mais je vais vous dire, quand vous allez vraiment dans la biologie et vous cherchez vraiment à comprendre comment on est fait, et comment est la vie
Et la vie, c'est pas une vie, c'est une survie. Hmm. Hein, ce qui est difficile à comprendre, c'est que quand vous voyez, si vous avez des enfants, l'accouchement de vos premiers enfants, si vous voulez, qu'est-ce qu'il fait au tout début quand il naît? Il crie. Il crie parce que c'est une énorme souffrance. Pourquoi c'est une énorme souffrance? Parce qu'en l'espace de cette première respiration, il va caler tout son système enzymatique à l'oxygène, auquel il n'a jamais été préparé avant, puisque ce qu'il a eu, c'est des proportions d'oxygène qui n'étaient pas du tout à ce niveau-là. Vous comprenez? Et en même temps, la magie des choses, c'est qu'en une respiration, il est calé. Et cette respiration d'oxygène maximale a permis la fermeture du canal artériel qui communiquait, si vous voulez, et qui permettait de respirer quand il était dans le ventre de sa mère. Donc la biologie, c'est fascinant, mais c'est une survie. Vous comprenez? Donc c'est totalement opportuniste. Ouais. Si on comprend, il y a rien de définitivement figé. Tout s'adapte. Ben, regardez, vous avez vu les Jeux Olympiques et je trouve ça assez extraordinaire. Vous avez vu les Jeux Olympiques paralympiques. Quand vous voyez les gens avec la motivation qu'ils ont, quand vous leur posez la question, par exemple, sur leurs membres fantômes pour ceux qui ont été amputés, ils se disent, j'avais une souffrance de mon membre fantôme. Et maintenant que j'ai la prothèse, c'est assez extraordinaire, j'ai l'impression que mon corps a réintégré la prothèse. Vous voyez ? Ils ont dans leur corps, dans leur ce qu'on appelle somatognosie, la composition mentale de leur corps, ils ont intégré leur prothèse. Oui. C'est extraordinaire. Ça montre les capacités d'adaptation et de survie du corps humain, même mental, vous voyez. C'est vrai. Qu'on ne va pas souvent explorer pour essayer aussi de soigner. Et on l'a vu quand vous expliquez aussi cette approche que vous aviez pour soigner cette DMLA et qui va un peu utiliser les capacités vasculaires de l'organe, de l'œil, en amont plutôt qu'en aval, d'être dépendant de ces injections. Voilà. Alors en fait, dans la biologie, tout est important. Vous apercevez, les agriculteurs sont peut-être un petit peu plus, Marc Henry qui était très lié à des agriculteurs savait très bien ça, sont beaucoup plus dépendants, par exemple, des astres, de la Lune. On sait très bien que si vous coupez, par exemple, tel bois, telle période de la Lune, vous n'aurez pas de verre dedans, vous voyez. C'est des notions qu'on a oubliées, qu'on ne sait plus, et qu'on comprend plus. Et pour laquelle on n'a pas d'explication réelle. Qui sont beaucoup marginalisées par la science moderne, entre guillemets. Voilà, parce qu'on vous dit, vous n'avez rien prouvé. Voilà. Alors, comme à cette échelle-là, qui est une échelle tellement petite, si vous voulez, au niveau métrique, ça peut être 10 puissance moins 21 mètres, ou des choses comme ça, vous pouvez rien prouver. C'est vrai. Comme la mémoire de l'eau, que connaissait très bien Marc Henry, et qui a valu à lui et puis à d'autres chercheurs le fait d'être un peu stigmatisé. Voilà, alors il faudrait aller là-dessus, mais évidemment je pense que nous médecins, on est peut-être, même si on peut essayer de sélectionner ou de trier un peu les données, on n'est probablement pas les meilleurs pour aller là-dedans, parce qu'il faut quand même des gens, des vrais scientifiques qui savent vraiment établir, faire les calculs. Et par exemple, les champs magnétiques. Par exemple, vous voyez arriver maintenant, si vous voulez, ce qu'on appelle la photobiomodulation. Vous apercevez maintenant qu'on arrive à améliorer les rides et empêcher le vieillissement de la peau avec de la lumière infrarouge. Une de mes amies extraordinaires chercheuses ORL, Catherine Vidal, a trouvé qu'on pouvait refaire pousser les cheveux avec de l'infrarouge. Vous voyez ? Elle a fait une étude sur le rat qui est extraordinaire et qui va probablement être utilisée à Curie prochainement pour essayer d'empêcher aux femmes qui sont en chimiothérapie et qui perdent leurs cheveux d'avoir cet inconvénient. Vous voyez ? Un infrarouge permet d'augmenter la production énergétique au niveau de la phosphorylisation oxydative des mitochondries. Vous voyez ? Ça fait tourner l'ATP synthase un peu plus vite. Donc ça donne plus d'énergie. Elle a trouvé qu'il y avait 4 fois plus de cellules souches quand on mettait l'infrarouge. C'est énorme. Maintenant, il faut encore vous mettre de l'argent dedans pour aller étudier, pour aller plus loin. Mais il y a plein de choses comme ça. Vous voyez, vous avez aussi un chercheur que j'ai essayé de contacter, qui est remarquable, mais c'est difficile d'avoir des contacts avec des chercheurs à ce niveau-là, qui est un vulgarisateur de physique quantique, qui s'appelle Julien Bobroff, qui met plein de petites vidéos sur Internet qui sont remarquables. Et il a expliqué qu'avec son équipe, ils avaient parfaitement déterminé que les oiseaux migrateurs, ce que l'on savait déjà, se repèrent par rapport au champ magnétique terrestre. Ouais. Or, écoutez bien, ils se repèrent grâce à la lumière bleue. C'est assez fascinant. Si vous supprimez les possibilités de capter la lumière bleue chez ces oiseaux, eh ben ils se repèrent plus.
C'est intéressant. Vous voyez? Alors, ça prouve le côté fascinant de la médecine et de la biologie, mais encore faut-il avoir envie d'y aller. Il faut être curieux et pas rester sur des domaines uniquement mercantiles. Et c'est là où je voulais en venir, pour finir, justement, vous demander quelle aide qu'est-ce que vous avez besoin aujourd'hui pour comment les gens peuvent vous aider, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que le fruit de ces recherches puisse profiter au plus grand nombre. Alors déjà, en nous donnant la parole, c'est tout à fait remarquable, parce qu'on la donne pas partout, puisque vous savez, quand j'ai présenté en 2005 la première fois, il a fallu 9 ans et l'aide du professeur Gilles Renard, que je salue parce qu'il est à la retraite, de m'avoir beaucoup aidé. Parce que s'il m'avait pas aidé, pendant 9 ans, tous mes abstracts ont été refusés. Ouais. En 2014, grâce à lui, j'ai pu enfin représenter à nouveau quelque chose sous forme de film et de vidéo. Mais si vous les trouvez sur la SFO, vous les trouvez quasiment pas maintenant. Hein. Comment est-ce que les gens peuvent le consulter le film, vous pouvez le retrouver sur YouTube, parce que je l'ai mis à mon nom. On mettra le lien. Il ne met que la chirurgie. Vous mettez mon nom simplement, donc Richard Luscan sur YouTube, et vous aurez le film qui vous montre un procédé, disons le procédé de technique chirurgicale pour améliorer les quelques cas que j'ai montrés, où vous avez une recirculation, un nouveau recrutement, et surtout une adaptation microcirculatoire en fonction des pressions établies. C'est ça qui est assez extraordinaire, parce qu'il y a des mouvements. Et c'est incontestable parce que c'est une vidéo. Vous êtes en direct, avant-après. Voilà. On mettra le lien dans la description de cette vidéo. Voilà. Pour ceux qui voudraient... mais oui, après, vous savez, c'est très difficile parce que nos confrères sont d'une grande sincérité. Je ne peux pas douter qu'il y ait une... Je ne crois pas que la médecine soit aussi mercantile que ça. Je pense que les gens sont là pour aider leurs patients. Leurs patients viennent se plaindre et il n'y a rien qui embête un patient, un médecin, je veux dire, de voir toujours le même patient revenir pour se plaindre de la même chose. Ouais. Donc on essaye de trouver une solution, par définition. Même si au départ, on n'est pas totalement convaincu. Alors après, on prend les solutions qu'on vous propose. Or, malheureusement, les leaders font des conférences de consensus qui ne laissent pas rentrer des choses émergentes alors qu'on devrait les étudier. Alors après, c'est un peu compliqué parce que il est sûr que les politiques ont pas dû... ça date de Gaulle, malheureusement. Plus exactement, après de Rallit aussi. Je sais pas si vous avez vu c'est qu'on essaie toujours de diminuer les coûts de la santé. Sans comprendre que finalement, quand vous trouvez des choses, vous allez avoir la possibilité de mettre au point ce qu'on appelle des devices, c'est-à-dire des machines particulières pour évaluer et comprendre un peu mieux les choses, et éventuellement des implants ou des techniques qui vont améliorer les choses que vous vendrez. Donc ce que vous allez récupérer là, vous pouvez le réinvestir dans la santé, c'est plus facile, vous comprenez ? Mais si c'est toujours négatif, la santé, forcément vous avez tendance à essayer de diminuer les coûts. Vous savez, je vais vous donner un autre exemple qui est assez amusant. C'était un de mes amis qui était, à un moment donné, j'étais responsable de l'hôpital du Kilford à Courbevoie, et un de mes amis était l'orthopédiste du Kilford. Et il passe me voir en me disant « Ah je suis content, cette année, ils m'ont donné l'autorisation de faire 7 prothèses totales dans l'hôpital pour l'année. » Je lui dis « Mais tu dois avoir un recrutement plus important que ça. » Il dit « Oui, mais si j'en ai déjà 7, c'est déjà bien. » Alors donc, il a eu ça, il a fait ses 7 cas, et puis l'année suivante, on lui a donné un peu moins, donc il en a fait 3 ou 4, puis après on dit « Vous en avez fait plus que 2 cette année, donc il y a quasiment rien, donc on va supprimer l'activité. » Ouais. C'est pas parce que le besoin n'était pas là, c'est surtout parce qu'il n'y avait pas de budget. Exactement. Et c'est ce qui amène à des dérives. D'ailleurs, on le voit avec la tarification à l'acte dans les hôpitaux. Voilà. On n'est plus là pour soigner, on est là pour maintenir des budgets. C'est le monde à l'envers. Merci beaucoup, docteur Luscan. On a pu quand même apprendre beaucoup de choses sur cette maladie, cette pathologie, et le fonctionnement aussi derrière en coulisses, avec les décideurs, les leaders d'opinion, tout cet environnement dans lequel il est très difficile pour des chercheurs indépendants comme vous d'exercer. Et je voulais vous dire pour finir, est-ce que s'il y a des personnes qui nous regardent, qui sont dans le milieu, qui sont médecins et qui voudraient peut-être se rapprocher de vous, est-ce qu'il y a moyen de vous contacter ? Oui, c'est tout à fait possible, d'autant que je vous dis, je pilote 3 équipes qui me suivent et qui font justement ces méthodes-là, et qui sont d'ailleurs très en danger, parce qu'à partir du moment où elles sont complètement, je dirais, en off-label, la plupart du temps, ça peut être embêtant. Bien sûr. Ouais. L'un d'entre eux, d'ailleurs, à un moment donné, avait une des patientes qui avait été vue par le professeur Baïf à la suite d'une injection de PO, et elle l'a appelé et lui dit « Mais pourquoi vous avez fait de l'EPO à cette patiente ?» Alors il a répondu benoîtement « Pour qu'elle voie mieux, madame. »
Alors comment est-ce que ceux qui nous écoutent, qui voudraient vous joindre, peuvent vous contacter? Alors, vous avez un mail ou un site internet? Oui, vous avez un mail, donc ça vous pourrez mettre le mail éventuellement sur. On mettra vous le mettrez dessus. Le mail. Et moi, je redériverai les adresses sur les gens qui pratiquent notre méthode. Par contre, il faudra aller les voir pour faire les examens parce que ce que l'on fait, c'est pas un trick comme ça chirurgical. Bien sûr. C'est quelque chose qui demande un support d'investigation important pour décider et poser des indications. J'invite vraiment tous ceux qui nous écoutent, qui seraient médecins, ophtalmologistes, chirurgiens, qui s'intéressent à cette approche, qui voudraient essayer de soigner les gens autrement, de vous contacter, de vous joindre, parce que c'est le plus grand nombre qui permet aussi de faire évoluer les choses. Donc, Dr Richard Luscan, merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé pour nous expliquer votre travail et vos recherches. Et j'espère vous revoir très bientôt. J'en profite pour finir, en tout cas pour ceux qui nous suivent et qui voudraient nous soutenir pour qu'on puisse continuer de produire une information indépendante et en accès libre sur les réseaux, à vous procurer le magazine Nexus qui est sans publicité, indépendant et sans subvention, disponible en kiosque et sur nexus.fr. Dr Luscan, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, Marc, et je remercie la revue Nexus qui m'a permis de m'exprimer. Et j'espère qu'on pourra donner suite dans les prochains mois à ce sujet et même peut-être à d'autres sujets qui sont très passionnants. Si vous voulez bien, je veux bien vous parler de la frénation de la myopie, si ça vous tente, parce que c'est aussi un challenge important. Vous savez qu'il y a 45% des nouvelles générations sont sur le risque de myopie actuellement, avec en plus les téléphones portables, et surtout aussi parce que le mécanisme n'a pas été bien compris. C'est un mécanisme qui n'est pas uniquement optique, qui est un mécanisme aussi de flux sanguin par rapport à la lumière. Voilà. On approfondira ça, je l'espère, dans les prochains mois. Merci beaucoup, docteur. C'est moi qui vous remercie. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.